Euh... Alors, qui j'ai en face de moi? Vous êtes tous internes, externes, mi-temps? Il y a des internets et des externes. Ok. Moi, je me présente, je suis Adrien, je suis médecin en autre chose, je suis médecin légiste ici à Berlin. Et c'est Cédric qui m'a proposé donc, de venir faire cours. J'avais déjà fait l'an dernier. Cédric, vous le connaissez tous, je pense. Ouais, j'ai fait ma thèse avec lui aussi. Les CMI d'ITT. Vous en faites beaucoup, je pense, mais c'est peut-être un peu obscur pour vous. À quoi ça sert? Porter plainte derrière, non? À quoi ça sert? Alors, en théorie, non. C'est-à-dire que quand quelqu'un va déposer plainte, les enquêteurs, ils ont normalement pas le droit de leur refuser le dépôt de plainte au titre qu'ils n'ont pas de CMI. Donc non. Ça sert, par contre, ça va servir à appuyer la plainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une procédure pénale qui est lancée, vous déposez plainte contre quelqu'un, en France, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de preuve de la culpabilité, la personne ne peut pas être punie. Le CMI, lui, il va servir à ça. Ça va être un élément de preuve pour la plainte concernant un dommage ou un traumatisme. Alors, Oui, il y a un peu de délai. Normalement, ça va. ouais, visiblement, Mais hein. ça change sur l'ordi d'abord. Là, ça n'a pas changé sur l'ordi. Ah ouais, C'est qu'il y a un délai entre les deux. là, c'est pour ça. C'est terrible. Ouais. Ok. Donc, ça atteste d'un dommage. C'est-à-dire que vous allez faire un descriptif lésionnel. Ça va être ce dommage qui va être fait en théorie au plus proche du traumatisme. Et ça, ensuite, ça va permettre d'alimenter la procédure pénale. Et ça va nous permettre, nous aussi, en médecine légale, derrière, de raisonner. C'est-à-dire que dans un CMI, il y a plusieurs étapes. Il y a le descriptif lésionnel, qui va servir ensuite à discuter la compatibilité, c'est-à-dire que nous, derrière, ou les enquêteurs, si jamais ça repasse pas en médecine légale, l'idée, ça va être de faire la corrélation entre le dommage que vous constatez et le traumatisme qui est rapporté. Et ensuite, dans un second temps, va y avoir, il y a un examen normalement qui se veut être fonctionnel pour fixer l'ITT. Parce que l'incapacité totale de travail, c'est pas, on se base pas sur un descriptif lésionnel, mais sur un retentissement fonctionnel. On verra après. Mais en gros, voilà, ça va être un élément de preuve qui va permettre d'appuyer la plainte pour appuyer la procédure pénale et pour punir la personne qui a été mise en cause. Il y a quelques règles à respecter. C'est le recours HS de 2017, je crois. En gros, vous savez pas ce qui s'est passé, vous avez une personne en face de vous qui vous rapporte une version des faits. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. Et souvent, bon, alors, soit il y a le conditionnel qui est utilisé. Soit vous pouvez rapporter les dires de la personne tels qu'elle vous les rapporte. Nous, en médecine légale, c'est comme ça qu'on travaille, on ouvre les guillemets, puis on note un petit peu ce qu'ils nous disent, un peu à l'instar d'un PV. Il faut être prudent, on ne- c'est-à-dire, on n'utilise pas le présent, on n'affirme rien parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé et la personne en face qui est accusée, elle peut se retourner contre vous si jamais, sous l'égide des fausses allégations. Il y a certains termes qui sont à proscrire, harcèlement, viol. Alors vous pouvez les utiliser si jamais ça a été utilisé par la victime, mais tout ça c'est des classifications judiciaires, donc on évite, nous, de les utiliser ces termes-là. La compatibilité ensuite entre le traumatisme et donc le dommage qu'on constate. Et idéalement les photos, alors je sais que dans le temps de l'urgence c'est quand même chiant, mais par exemple, nous là où on est embêté, et on est bien content que vous avez ne serait-ce que des photos sur votre téléphone, c'est sur toutes les plaies. Parce que derrière, parfois, on a des questions subsidiaires où on nous demande d'identifier les armes qui ont pu provoquer ce genre de choses. Et quand les plaies ont été suturées et qu'on n'avait pas l'idée de la plaie, comment elle était initialement, on est un peu embêté. Et excusez-moi, la compatibilité, nous, on n'a rien à dire là-dessus, si? Donc, vous, à mon sens, ne vous embêtez pas avec ça. C'est-à-dire que nous, derrière, on va rediscuter, ou alors quand il y a des données d'enquête, de toute façon, ils savent très bien nous contacter quand ils ont des questions de ce style. Ok. Donc, vous, occupez-vous du descriptif lésionnel, le retentissement fonctionnel si vous en avez un, les soins. Enfin, on verra après, par la suite, ce qu'il va falloir regarder pour l'ITT. Je crois que j'ai fait deux fois. Alors, vous répondez la grande majorité du temps à la victime. C'est-à-dire que je pense pas que vous ayez beaucoup de réquisitions, d'ordres de mission qui circulent aux urgences. Donc vous, voilà, médecin généraliste, enfin tous P. Tous P en général, c'est à la demande de la victime, donc le certificat, on le remet à la victime.
Faut pas se faire avoir parce que des fois, ça arrive et que les OPJ contactent. Ça arrive à des amis qui sont medgés avec les OPJ qui leur demandent de remettre le certificat qu'ils ont fait pour la victime. En théorie, vous n'avez pas le droit si vous n'avez pas une réquisition, un ordre de mission qui vous demande de le transmettre, ce certificat. Et en plus, vous ne serez pas payé si vous ne l'avez pas. Donc, plus tard, si jamais il y a des OPJ qui, je sais pas, vous faites de la NG, vous êtes urgentiste, médecin généraliste, Il y a les deux. les deux. Quand vous êtes en cabinet, si des OPJ vous contactent pour récupérer un certificat, c'est un document médical, ça regarde que la personne. Si vous n'avez pas une réquisition, un ordre de mission qui vous demande de le remettre, il ne faut pas le remettre. Sur réquisition, donc ça c'est surtout nous, mais peut-être que vous en verrez passer, parfois les médecins généralistes, ils ont des certificats, bonjour, ils ont des réquisitions qui leur sont remises. Dans ces cas-là, vous remettez à l'autorité requérante, donc aux enquêteurs. Depuis 2022, il y a un texte de loi. Alors avant, c'était un peu absurde, mais on remettait pas les certificats qu'on faisait sur réquisition aux victimes. Ça les regarde, ça a changé là depuis 2 ans. Maintenant, on le leur remet. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. L'autre chose, il y a le signalement. Ça, le signalement, c'est une dérogation au secret médical. C'est-à-dire que quand vous avez des éléments d'inquiétude, on va le voir après, notamment dans les violences conjugales. Je pense que c'est surtout, vous n'êtes pas du tout de mineur ici de toute façon. Bon, chez les mineurs, on se pose pas la question. Un mineur qui est victime de quoi que ce soit, on signale. Bon. Je vous ai mis je pourrais vous passer le diapo si vous voulez avoir les adresses. Pour les violences conjugales, c'est certainement les situations que vous devez rencontrer parfois. Il y a un texte de loi, donc en 2022, pareil, qui est passé, qui autorise donc le signalement des victimes de violences conjugales auprès du procureur, sous certaines conditions. Donc, qu'il y a un danger immédiat, donc c'est-à-dire que la vie de la personne est en danger. Ça, comment on l'évalue? Vous pouvez l'évaluer s'il y a déjà eu des menaces de mort, si le conjoint il a déjà menacé avec une arme. Il y a les menaces au suicide qui sont aussi souvent qu'on rencontre avant les féminicides. Après, voilà, ça, il y a pas tellement de listes, mais il y a tout un tas d'éléments d'anamnèse. S'il y a déjà eu des violences, si vous allez tout casser en face de vous, s'il y a eu des menaces de mort, des menaces avec armes, des choses comme ça va être des éléments pour évaluer le danger. Et l'autre chose, ça va être l'emprise. L'emprise, qu'est-ce que c'est? En gros, on considère qu'une personne qui est sous emprise, elle est plus capable de s'occuper d'elle-même, ou en tout cas de prendre sa sécurité. Je vais vous expliquer un petit peu après comment on évalue l'emprise. Euh, Aujourd'hui, la loi change, c'est-à-dire que le secret professionnel, le secret médical, si vous le transgressez, vous pouvez être engagé par l'ordre pénal, par l'ordre disciplinaire, et puis voilà, puis l'ordre civil, après, c'est un peu plus anecdotique. Mais en gros, aujourd'hui, la loi, elle essaye de protéger les médecins, c'est-à-dire que dans les textes de loi qui concernent le signalement, il y a cette phrase qui a été rajoutée là, il y a quelques années, c'est-à-dire que tant que le médecin il peut prouver qu'il a agi de bonne foi, sa responsabilité ne sera pas engagée. Alors sur le plan pénal et civil, souvent ça tombe à l'eau parce que la justice, elle veut pousser les médecins à faire des signalements. Il y a, je pense, énormément de situations dont on passe à côté, notamment toutes les situations qu'on menait à des féminicides récents. Je pense qu'ils ont déjà contacté des médecins, mais que ça n'a pas été vu, que ça n'a pas été évalué, ou que les médecins n'ont pas osé faire le signalement par faute de moyens, parce qu'ils ne savaient pas comment faire, parce qu'ils avaient peur des répercussions. Aujourd'hui, la loi protège. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'ordre des médecins continue d'engager des procédures, aujourd'hui, le droit, il est fait de telle sorte que, en gros, quand vous faites recours, vous finissez à ce qu'on appelle le Conseil d'État. C'est la dernière instance de l'ordre administratif. Et là, c'est un jury professionnel. Ça fait plus partie de l'ordre disciplinaire. Et eux, ils cassent souvent les décisions ou les procédures qui ont été engagées par l'ordre des médecins. Le signalement, à qui il doit être transmis? Il doit être transmis au procureur. Souvent, il y a des erreurs et c'est pour ça qu'il y a des procédures qui sont lancées, c'est-à-dire que vous l'envoyez pas à un OPJ, vous l'envoyez pas, il faut l'envoyer au procureur. Point. Pour les mineurs, il y a encore autre chose, il y a la cellule de recueil des informations préoccupantes. Je sais pas si vous passerez peut-être en paix à un moment donné. C'est en gros la CRIP et le parquet, ils sont de toute façon tout le temps en contact. Quand vous ferez des mineurs, le signalement, en gros, vous avez une personne qui est en danger.
vous avez des preuves de violence, c'est un signalement, vous avez une suspicion de quelque chose, des inquiétudes, mais pas de preuves, on va plutôt s'orienter vers une information préoccupante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CRIP et le parquet, ils sont de toute façon tout le temps en contact. Donc quand vous faites un signalement ou quand vous envoyez une IP, ils se les échangent et ensuite ils sont capables de basculer vers le signalement ou vers l'information préoccupante. Ça, c'est pour évaluer l'emprise. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En gros, c'est le cycle de la violence, cycle de Walker. C'est un peu le substrat de l'emprise. C'est ce pourquoi les gens, en fait, n'arrivent pas à sortir des relations dans lesquelles ils sont. Et ils ont du mal, du coup, à s'en extraire et à se mettre en sécurité. Donc, il y a toujours quatre phases. La phase de tension, c'est-à-dire que... Putain, dégage. La phase de tension, c'est-à-dire que au sein du couple, au sein du foyer, il y a une tension, on sent qu'au moindre fait et geste, au moindre faux pas, ça peut vriller. Quoi qu'il arrive, s'ensuit toujours une phase de crise avec des violences de toutes sortes, qui peuvent être physiques, verbales, sexuelles. Souvent, c'est à ce moment-là que les gens, vous allez les rencontrer, et que nous, on les rencontre également. C'est à ce moment-là qu'ils vont consulter, qu'ils vont déposer plainte. S'ensuit une phase de justification, responsabilisation, culpabilisation, où la personne va expliquer qu'elle agit de telle sorte pour telle raison, parce qu'elle est fatiguée, parce que c'est le travail, parce qu'une telle ou un tel n'a pas fait ci ou ça. Et s'ensuit ensuite la lune de miel. La lune de miel, c'est des promesses de changement, des cadeaux, etc. Et c'est souvent à cette phase-là que les gens se rattachent. Avec le temps, le cycle est de plus en plus rapide, il est de plus en plus... Il y a une phase de crise qui est de plus en plus présente et omniprésente, et une phase de lune de miel qui tend à disparaître. Mais les gens restent finalement toujours attachés à cette phase de lune de miel qui, finalement, tous les bons côtés qu'il y a pu y avoir dans la relation, ils ont tendance à oublier toutes les violences qui ont eu lieu. Et après, c'est à nous de leur rappeler. Souvent, quand on leur montre ce cycle, les gens s'y reconnaissent très bien. Ça, c'est des outils qui peuvent être intéressants à mettre, je sais pas, peut-être en box ou en consulte. Souvent, ça peut délier la parole si vous avez du mal à dépister ou à poser des questions sur ce genre de choses. Ensuite, on va passer à l'ITT. L'ITT, qu'est-ce que c'est? C'est l'incapacité totale de travail. En gros, ça va être toute la gêne qui est liée à une atteinte physique ou psychique. Ça va être toute la gêne pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Donc l'ITT, elle est fonctionnelle. Donc c'est à vous, quand vous avez une... Alors, le fonctionnel, il est difficile à évaluer dans l'aigu. Et c'est difficile de faire du prévisionnel. Nous, les gens, souvent, les voit un peu à distance, donc c'est plus facile. Par contre, ce que vous pouvez faire aux urgences, c'est noter les soins qui vont être faits, les durées d'immobilisation, s'il y a une chire, des choses comme ça. S'il y a une chire qui est prévue, s'il y a des durées d'immobilisation, s'il y a une consultation de contrôle qui est prévue à tel jour avec une immobilisation intercurrente. Tout ça, ça va être des éléments qui vont permettre de justifier l'ITT. C'est pas lié à l'activité professionnelle, ça je pense que vous l'avez bien compris. Les patients, ils ont peut-être un peu plus de mal à comprendre ça. C'est-à-dire que l'ITT, c'est pas l'arrêt de travail, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Une ITT ne justifiera jamais auprès de la sécurité sociale d'un arrêt de travail. Ça porte très mal son nom, mais c'est comme ça, c'est historique. En gros, c'était au XVIIe, sous Napoléon, à l'époque, ça s'appelait comme ça, mais on a un petit peu élargi les indications de l'ITT, ça s'adresse plus seulement au contexte pro. Donc ça s'évalue en jours et ça a des conséquences qui sont judiciaires. On va les voir. En gros, faut faire la distinction entre deux choses, les violences volontaires, les violences involontaires. Violence volontaire, c'est violence interpersonnelle, de personnes qui se foutent sur la gueule pour une raison X ou Y. Les violences involontaires, ça va être les accidents de travail, accidents de voiture, un gars qui se fait mordre par un chien, des choses comme ça. On a des cut-offs, c'est-à-dire que pour les violences volontaires, au-dessus de 8 jours, on va être dans quelque chose de délictuel. En deçà, on est dans une contravention, c'est-à-dire que le risque n'est plus le même. La contravention, ça va juste être monétaire, pécuniaire. Le délit, la personne risque en plus la prison. Dans les violences involontaires, ce cut-off, il est augmenté à 90 jours. Alors ensuite, donc on a le cut-off de 8 jours, on en a un autre, c'est l'ITT de 0, c'est-à-dire que 0 jours, c'est une contravention, entre 1 et 8, c'en est une autre. Et il y a également les circonstances aggravantes qui vont rentrer en jeu. Les circonstances aggravantes, il en existe
plein. Globalement, les violences conjugales, c'est déjà une circonstance aggravante, donc même s'il n'y a pas d'ITT, la personne risque tout de même la prison, parce que c'est déjà classé en tant que délictuel. S'en prendre à une personne à plusieurs, l'utilisation d'une arme par destination, comme ils appellent. Les armes par destination, par exemple, une fourchette, c'est considéré comme une arme. S'en prendre à plusieurs, s'en prendre à quelqu'un dans une école, devant une école, dans les transports en commun, devant les transports en commun, s'en prendre à un médecin, à sa famille. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je crois que je vous l'ai mis après. Ouais. Usage, menace d'humain, arme, mission de service public, professionnel de santé. Voilà, bon, tout ça, ça va être des choses qui vont permettre au procureur ensuite de classer l'infraction. Et si jamais vous avez une ITT de plus de 8 jours, et en plus une ou plusieurs circonstances aggravantes, on a une peine qui est encore augmentée, alors, toujours dans le droit, les cut-offs, c'est les maximaux. Enfin, ce qui est mentionné. 5 ans, 75 000, c'est le maximum. Hop. L'organisation judiciaire un petit peu en France, juste pour vous situer un petit peu où se passent les choses. Agression sexuelle, violence, ça va être à ce niveau-là. Les viols, ça va être la cour d'assises. Euh, la grande différence, c'est qu'au tribunal de police, tribunal correctionnel, c'est un jury professionnel, c'est-à-dire que ce ne sont que 10 juges qui vont juger. À la cour d'assises, c'est un jury populaire, donc c'est des personnes comme vous et moi qui sont récupérées sur les listes électorales. Et il y en a 6 ou 9 selon les instances. Et ça va être le jury populaire avec le juge et ses assesseurs qui vont prendre la décision de la culpabilité et de la peine. Depuis 2024, il y a eu Alors, comment ils appellent ça? C'est les cours criminels. Donc, c'est pour les crimes, à l'instar des cours d'assises. Sauf que là, ce ne sont que des juges professionnels. Ils ont mis ça un petit peu pour que la justice avance, notamment sur toutes les histoires de viol. Ça existait déjà avant pour le terrorisme. Il n'y avait pas de jury populaire pour pas exposer la population à des organisations criminelles. Et ils ont un peu généralisé ça à certaines infractions, et les viols, je crois, qui en font partie. En gros, les crimes, ça va être, il va y avoir les viols, les homicides, les assassinats, les actes de torture et de barbarie, le terrorisme. Tout ça, c'est ce qui va être, ça, c'est ce qui va être criminel. Là, c'est myo-lésionnel. Ça, ça marche plus, là. Ça peut être très bon pour moi. Ah, c'est terrible. Ah, j'ai plus Internet. Ah, ça veut dire que les gens en ligne, ils ont plus rien, hein. Euh, Bah, tant pis, hein. Je crois qu'on a mis un quart d'heure à démarrer le truc. Je suis désolé pour eux, je sais pas si vous envoyez des messages ou pas. Je sais pas depuis combien de temps ça marche plus. Oui, oui, non, il s'est mis en smiley. Pourquoi j'ai ces smileys mais j'ai pas internet? Bah écoutez, je sais pas, en plus j'ai pas de câble. Parce que ce serait un peu plus simple de brancher cet écran là-dessus, quoi. Je pourrais le- Bon, tant pis. Ouais. On peut aller demander au secrétariat. Non, mais, j'ai mis un petit quart d'heure, quoi. Bah, ouais, je sais pas où il est le secrétariat, je vais essayer. Non, un câble qui traîne, non, il y en a un. Il faudrait juste un câble pour brancher sur l'ordi, quoi. On a pas tout le temps un câble. Bah, putain, j'en ai un là. C'est quoi? Oui, on a déjà là. Il circule là-haut, lui. Attends. Je ne peux pas absolument dessus.
Euh, Apparemment, c'est un problème de réseau. À fond. ah, Ah, je pense que c'est bon. Ah, quelle horreur. Euh, je pense que c'est parce que le micro il passe par là de toute façon. On va l'activer. Vous avez plus le partage là, si? Si c'est bon, Adrien, on a la vidéo, on a la visio, on a tout, on a le son aussi. Ok, impeccable. Merci. Alors, la sémio-lésionnelle. Alors, la sémio-lésionnelle, à quoi ça sert? C'est à partir de cette sémiologie lésionnelle que nous, on va raisonner sur la compatibilité avec le traumatisme qui est rapporté. Alors, en gros, ce qu'il faut distinguer, ça va être les mécanismes contendants des mécanismes de frottement. Par exemple, l'ecchymose, l'abrasion, ça va être un impact direct. L'ecchymose, ça va être juste du sang qui va s'extravaser dans les tissus. Il n'y a pas de cavité néoformée, il n'y a pas de décollement des tissus, à la différence de l'hématome. L'abrasion, ça va plutôt être des mécanismes de frottement, sur des chutes par exemple. Je vais vous en montrer les photos après. Hop, donc ça, ok. Alors, par exemple, deux choses qui vont être importantes à regarder là-dessus. Est-ce que vous voyez déjà une différence sur ces photos? Quelle est-elle? À gauche, c'est un gros hématome et à droite, c'est plutôt l'ecchymose. Alors en fait, là sur les deux, vous avez un hématome. Ah, Par contre, la grande différence que vous allez avoir, c'est que vous avez une plage abrasive là, au-dessus du sourcil sur la photo de droite.
En gros, là, on avait une victime, à gauche, on avait une victime de violence conjugale qui s'est pris un coup de poing au visage, qui a eu un hématome. Et à droite, vous avez un mec qui s'est cassé la gueule dans la rue. Et donc, sur la chute, il y a eu à la fois et le mécanisme contondant et le mécanisme de frottement. Donc, il y a eu l'abrasion au niveau du sourcil et l'hématome qui s'est constitué au niveau de la paupière supérieure. Donc après, nous, c'est avec ces éléments-là, surtout en autopsie, quand on n'a pas d'éléments d'anamnèse, souvent, derrière, on va pouvoir raisonner pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé. Et chez lui, ça s'était confirmé parce qu'on avait réussi à récupérer les vidéos des caméras, et c'était un SDF qui était complètement bourré, il devait être en train d'essayer de faire ses lacets, il est tombé, et il a fait son soudu, il est mort. Bon, ça, voilà, un hématome d'un côté, une ecchymose de l'autre. Avec là, lui, il avait un hématome, et là, certainement qu'il avait un hématome qui s'était résorbé, qui ne laissait plus que de l'ecchymose. Et là, lui, simplement une ecchymose, des abrasions. Après ça, je pense que c'est des choses que vous avez tous vues. Euh, Ça, c'est intéressant sur les questions de compatibilité. Ça, c'était une jeune fille de, je sais plus à quel âge on passe son bac de français, 16 ans, 15 ans, qui partait à son bac de français et qui dit que quelqu'un aurait tenté de l'égorger alors qu'elle était sur le chemin. C'était en plein Bordeaux, un après-midi à 13 h. Et en gros, ce qui est intéressant de voir sur cette lésion-là, c'est qu'on a une lésion principale avec au pourtour plein de petites lésions satellites. Et ça, dans les actes auto-infligés, c'est ce qu'on appelle des lésions d'hésitation. C'est-à-dire que les gens qui vont tenter des phlébotomies ou qui s'infligent des choses eux-mêmes, en général, ils testent un petit peu la douleur, voir jusqu'à quel coup ils sont capables d'aller. Et ça fait plein de petites lésions satellites là qu'on a autour. Euh, qui plus est, sur un couteau qui est mis à la gorge, ça crée pas enfin, c'est pas assez net. C'est très certainement qu'elle s'est fait ça avec une pointe de compas. En tout cas, l'enquête, c'était en plein Bordeaux à 13 h. Il y avait eu tout le voisinage qui avait été interrogé, tout le monde, enfin personne n'avait jamais rien vu ni rien entendu. Et voilà. Après, ça collait bien, nous, avec le tableau qu'on avait. Des morsures, ça, c'est des choses que vous devez rencontrer aussi assez régulièrement. C'est bien quand vous avez les impacts dentaires ou les arcades, comme ça. Et j'ai une question. Ça, on décrit comment du coup? On peut pas dire que ça représente. Ouais. Alors, c'est là où les photos, c'est bien. Sinon, vous pouvez, si vous avez les impacts dentaires, vous pouvez noter que vous avez des stigmates d'impact dentaire. Ce qui est bien, c'est de noter qu'il y a deux arcades en miroir avec un intervalle de Posen. Ça, c'est assez évocateur de morsure, mais après, c'est sur une description, c'est difficile de représenter une morsure. C'est là où les photos, elles peuvent être intéressantes. Quand vous avez des lésions un petit peu en forme. Alors nous, on les met dans les rapports. Vous, je sais pas, c'est peut-être compliqué sur Dexter. Ou mettre sur Dexter. Après, si vous les envoyez sur Twitter. Il y a de pouvoir se faire en passant par le secrétariat. En plus, nous, on a il y a une secrétaire là, qui est venue chez nous, qui était en Sénégal avant chez nous, et elle avait l'habitude de faire les photos. Sarah, ouais. C'est possible à voir avec elle si. Parce que alors moi, les mettre sur Dexter, j'en ai aucune idée. Je sais pas comment on fait. Le secrétaire, on doit savoir. Ok, ouais, c'est clair. Mais ça peut être intéressant parce qu'effectivement, quand il y a des questions subsidiaires qui arrivent à distance et qu'on nous demande d'identifier un mécanisme, une arme, être sûr que c'est une morsure, et qu'on n'a pas de photo, c'est un peu compliqué. A contrario, vous verrez aussi que des fois, il y a des gens qui vont. Alors, ça, c'est quelqu'un qui me disait cette fait mort, la veille. Vous rencontrerez des gens qui. Alors, soit ils vous disent n'importe quoi volontairement, essayer de se dédouaner de quelque chose, soit je pense qu'il ne faut pas tout de suite penser à la mauvaise foi des gens, mais il y a, par exemple, enfin, vous et moi, on ne sait pas les lésions qu'on a sur nous, et puis le jour où il vous arrive un truc, vous allez vous mettre à regarder, vous allez voir qu'il y a des trucs, vous allez forcément le mettre sur le dos de l'événement qui vient d'arriver. Et je pense que c'est notre rôle quand on est sûr de nous que de dire qu'on ne pense pas que ce soit dû à l'événement que la personne nous rapporte.
pour lui laisser une chance et pas faire un écrit en disant que ce qu'il nous rapporte c'est complètement incompatible avec les lésions qu'on constate, mais pour leur laisser une chance ou leur expliquer tout simplement pourquoi on pense que ce n'est pas le cas, pour pas laisser une trace écrite laissant entendre que la personne nous a menti. Bon, lui, je lui avais laissé quand même plusieurs chances. Il m'a soutenu qu'il s'était fait mordre la veille. C'était un mec que je voyais présenté comme victime et qui avait été auteur d'une tentative d'homicide. En gros, pourquoi là, c'est pas des morsures? Et pourquoi ça date pas de la veille? La couleur. Bah, la couleur, déjà, ouais, parce qu'il y a une couronne de réépidermisation de partout, donc ça date pas de la veille. Et la forme ne correspond pas du tout, quoi. Il n'y a pas d'impact dentaire, il n'y a pas d'arcade en miroir, il n'y a rien de rien. Ça, c'était une empreinte de semelle. Les plaies, c'est intéressant aussi. En gros, il y a deux types de plaies. Il y a les plaies nettes et les plaies contuses. Plaies nettes, ça va être tout ce qui va être provoqué par un mécanisme coupant, tranchant, ce que vous voulez. À la différence des plaies contuses, où c'est la peau qui éclate quand elle se retrouve à l'interface entre deux plans durs. Un coup de poing et de l'os, comme par exemple sur le crâne, une batte ou tout ce que vous voulez. Sur les plaies contuses, on n'a pas grand-chose à dire. Globalement, tout ce qu'on va dire, c'est que elle est contuse. Du coup, ça a été un impact contondant. La peau s'est retrouvée à l'interface entre deux plans durs. Là où ça va être là où va y avoir un intérêt sur les plaies nettes, c'est derrière quand on fait les reconstitutions, c'est-à-dire quand l'enquête est terminée, que nous on a fait notre rapport d'autopsie ou notre rapport au COVA. Parfois on va sur place et on essaie de reconstituer la scène. L'intérêt qu'il y a sur les plaies nettes, c'est de retrouver l'orientation du coup. Un couteau, en gros, il y a une lame, un fil qui va couper et le dos, qui lui ne va pas avoir de pouvoir coupant ou tranchant. Et donc nous, sur les plaies, ce qu'on va essayer de retrouver, c'est de savoir un petit peu dans quel sens l'arme était orientée. Là, vous avez ce qu'on appelle une estafilade, une queue de rat, une queue de comète. Ça, c'est le fil de la lame en ressortant de la peau qui est venu ripper sur la peau. Donc là, la lame devait être de ce côté-là et le dos de l'autre côté. Là, on a un angle qui est un peu plus ouvert ici et là, quelque chose d'un petit peu plus aigu. Très certainement que le fil était de ce côté-là et que le dos était ici. Et puis après, voilà, tout ça, c'est des éléments derrière. Ça peut être intéressant sur les reconstitutions pour savoir comment a été tenue l'arme, dans quelle position était la victime, l'auteur, etc. D'où l'intérêt, encore une fois, quand il y a des plaies comme ça, peut-être d'avoir des photos. Parce que quand elles sont suturées, nous, derrière, on ne peut plus en dire grand-chose. Et puis après, je vous avais mis quelques exemples de certificats, mais est-ce que vous avez combien de temps? Peu importe. Oui. Ouais. Euh, Bon, là, l'idée, c'était de faire regarder un petit peu avec vous ce qui allait ou ce qui, au contrario, pouvait manquer dans les certificats. Là, vous avez un certificat, l'anamnèse, elle est très bien faite. Tac, tac, on a le traumatisme, d'y avoir été agressé, avoir été poussé dans les escaliers, très bien. Rien n'est affirmé, c'est du conditionnel, c'est des dires rapportés. L'examen clinique, ok, on a quelque chose de descriptif qui est très bien. On a la radiographie qui retrouve la fracture. Peut-être ce qui manque dans le certificat, c'est mentionner les durées d'immobilisation, savoir quelle a été la prise en charge, quelle allait-elle être, pour justifier ensuite des 30 jours d'ITT. Pour nous, on sait en tant que médecin que c'est pas déconnant, mais en fait, comme les certificats, ils sont adressés à des avocats, à des procureurs, des juges, à la victime, ils savent pas, et pour qu'ils puissent comprendre, ça peut être intéressant de noter ce genre de choses. Et ce n'est pas plus détaillé, les plaies? Par la mesure et tout, ouais. Ou dire où c'était exactement, la mesure. Alors, dire où c'est, oui, la mesure, il faut faire du à peu près, parce que vous la prenez aujourd'hui, vous la prenez demain, ce sera pour la même taille. Ouais. Ce qui peut être intéressant de mettre, c'est les couleurs. Quand il y a des couleurs qui sont différentes, c'est évocateur de traumatismes d'âge différents, notamment c'est hyper important chez les enfants, ça. La taille, oui, ça peut
Ça peut être intéressant, mais vous pouvez vous mettre, en gros, ça fait 1 centimètre, en gros 3 centimètres, mais n'allez pas mesurer au millimètre près, on s'en prend un petit peu, parce que ça change d'un jour à l'autre. De toute façon, si à l'instant où vous examinez la victime, il y a des lésions de couleurs différentes, c'est donc évocateur de lésions d'âge différents et donc de traumatisme à des temps distincts, donc c'est intéressant. La localisation, alors là, genou gauche, avant-bras droit, lèvres, ouais, on peut en rajouter un petit peu, mettre sur les faces antérieures. Ouais, ça, on peut le noter, c'est intéressant. Bah, après, c'est intéressant ouais, pour discuter la compatibilité. Nous, c'est vrai qu'on fait en médecine légale, mais comme très souvent, on les revoit rapidement derrière, c'est que peut-être pas la peine de vous embêter. Pour le punctiforme de l'avant-bras, là, pareil, là, l'ITT du 8 jours, elle paraît un petit peu. Enfin, en tout cas, à la lecture du certificat, elle paraît pas justifiée. Si on a 3 plaies punctiformes, on ne sait même pas si j'ai des sutures ou pas, s'il y a eu des soins, s'il y a eu une explos, s'il y a eu quoi que ce soit. Donc là, c'est dommage. Oui, ça c'était pour appuyer un petit peu l'intérêt de noter ne serait-ce qu'une phrase ou un mot sur l'authenticement psychologique. Parce que, alors nous, au temps pénal, quand on revoit au COVA, c'est pas tellement un souci, ça peut poser problème à distance quand il y a la procédure civile pour indemnisation de la victime. S'il n'y a aucun élément à l'instant le plus proche du traumatisme qui mentionne le retentissement psy, parfois il y a des. En gros, la procédure civile, que je vous explique déjà un petit peu ce que c'est. En gros, une personne, elle est victime d'un traumatisme, d'un accident à distance. Des mois, des années plus tard, elle est réévaluée par un médecin qui va fixer des causes de préjudice et tout ça, ça va être transformé en argent pour indemniser la personne. Il y a tout un tas de diagnostics, notamment les états de stress post-traumatique, les troubles somatoformes, etc., où pour les critères diagnostiques, un, il faut un retentissement psy avec notamment soit une confrontation à la mort, enfin quelque chose de conséquent. S'il n'y a jamais rien qui est mentionné dans le dossier médical au plus proche du traumatisme, il y a des experts qui vont ne pas retenir l'état de stress post-traumatique, le somatoforme, etc. à ce titre-là. Ça peut être intéressant, ne serait-ce qu'à l'instant T, de mettre qu'il y a un retentissement psychologique, comme juste une anxiété réactionnelle post-traumatique. Ça peut servir ensuite à distance. Ok. Ah oui, ça c'était un. Ah oui, ça c'était un truc ça n'allait pas du tout. Ça c'était un Munchausen par procuration que j'ai vu au COVA. Je sais pas si vous connaissez leur syndrome. C'est les parents qui rendent malades leurs enfants. Et souvent, c'est des parents qui sont dans le milieu médical ou paramèdes et qui vont soit les empoisonner entre guillemets en leur donnant un traitement ou inventer des choses complètement abracadabrantes. Et là, c'était. Donc, elle avait vu plein de médecins qui avaient fait plein de certificats, mais à chaque fois, sans aucun examen et en mentionnant que des choses parfaitement subjectives. Et là, par exemple, le dernier avec une ITT, vous voyez, hein, victime de violence, ITT 90 jours. On n'a absolument rien qui le justifie. Le mec n'avait jamais été examiné par le médecin qui l'avait vu. Et bon, nous, d'un côté, ça nous allait bien parce qu'elle avait Munchausen par procuration. Oui, c'est ça. C'est en gros quand les parents rendent malades leurs enfants ou inventent des maladies ou un retentissement complètement factice. L'idée, c'est pour en tirer un bénéfice secondaire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur les certificats, les violences sexuelles. Alors, nous, Cova, on est disponible 24, 7 jours sur 7. Si vous avez des questions sur les signalements, il faut nous appeler. Si vous avez des questions sur les violences sexuelles, il ne faut pas hésiter non plus. En gros, nous, en médecine légale, on a très peu d'urgences. L'une d'elles, c'est les violences sexuelles, notamment dans des délais courts pour faire des prélèvements ADN. Sur les pénétrations péniennes vaginales, on va jusqu'à 5 jours. Sur de l'anal, 48 heures. Buccal, pareil. Et sur du digital, on va jusqu'à 24 heures.
Dans ces délais-là, on intervient de jour comme de nuit pour faire des prélèvements. Notre seule autre urgence, c'est les levées de corps, c'est quand on se déplace sur place, on se déplace sur le lieu où a été retrouvé le corps pour faire un examen et prendre une température pour estimer l'heure du décès. Puis ça, c'était un peu des recommandations sur les TPE. Il y a encore trop souvent, alors pas tellement de patientes en provenance des urgences, mais des patientes qui vont chez leur médecin généraliste et pas de traitement post-exposition, pas de bilan. La dernière fois, j'en ai vu, c'était jeudi, et le médecin, il avait juste fait des prélèvements locaux pour la diagonale. Voilà, enfin, il y a des choses à pas louper, parce que c'est dommage pour le TPE, c'est 48 heures le délai pour maintenir. Donc après, on peut plus. Donc faut y penser, ça c'est des choses que vous pouvez faire quand vous avez un viol récent, même avant que nous on intervienne. C'est-à-dire que vous avez la patiente qui se rapporte que. Encore faut-il savoir si c'est du vaginal, anal, fellation, etc. Mais une fois que vous savez, vous pouvez lancer le TPE sans souci, nous ça ne nous dérangera pas le plus souvent. Je sais que très souvent, alors peut-être pas tant les médecins, mais les infirmiers, infirmières, ils ont pas tellement envie de toucher les patients, patientes dans ce cadre-là. Mais enfin, il n'y a pas de risque de pollution. Nous, vraiment, on fait un examen, certes, on fait un examen général, mais on fait surtout un examen gynéco pour faire des prélèvements. Vous pouvez faire une prise de sang, introduire un traitement, quoi que ce soit, il n'y a aucun problème.